Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 14 octobre 2025 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci de m'avoir invité à nouveau, Nima. John, commençons par l'un des derniers commentaires de Donald Trump concernant l'envoi de missiles Tomahawk à l'Ukraine, si la Russie poursuit ce type de comportement, en refusant de dialoguer et de négocier avec les Ukrainiens. S'il en va ainsi, il dit qu'il enverra les missiles Tomahawk à l'Ukraine. D'un autre côté, Zelensky suggère qu'il existe plusieurs moyens d'envoyer ces missiles à l'Ukraine. L'un d'eux est le programme PURL de l'OTAN, par lequel d'autres pays membres de l'OTAN peuvent les acheter aux États-Unis, puis les transférer à l'Ukraine. Quelle est ton opinion? Quelle est ta compréhension de ces dernières démarches en vue d'envoyer des missiles Tomahawk à l'Ukraine? Eh bien, permettez-moi de commencer par quelque chose que je considère comme fondamental et que nous devons comprendre à propos de l'approche russe, en fait de l'approche de tout le monde, envers le président Trump. Trump n'est pas, et nous l'avons déjà dit, le décideur. C'est un acteur rétro. Il approuve, par un refrain, un slogan, une répétition, une mise en scène, ce qui a déjà été décidé. Ce n'est pas le ventriloque ici, c'est la poupée. Et ce qui sort de sa bouche dépend de la main qui se trouve dans son dos, ou, dans le cas de Trump et de la famille Trump, de la main qui se trouve dans ses poches. Donc lorsque nous parlons de ce que dit Trump, nous devons comprendre les forces qui s'exercent à la Maison-Blanche, au sein de l'administration de Washington, entre l'administration et Kiev, ainsi qu'entre l'administration et les grandes puissances européennes, en particulier la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, et dans une moindre mesure, l'Italie et les autres. Ce que Trump disait, c'est qu'il pense, parce qu'il existe à Washington et en Europe, une opinion selon laquelle, si l'on peut donner l'impression que les Ukrainiens sont en train de gagner la guerre, si l'on peut donner l'impression qu'ils parviennent à porter un coup sérieux à l'économie russe, alors ce récit est utile. Et Trump l'a dit parce qu'il existe toutes sortes d'affirmations européennes et américaines dans les médias de masse qui reflètent et soutiennent ces mêmes idées. La hausse des prix de l'essence, les files d'attente devant les stations-service russes, et ainsi de suite. L'économie russe s'effondre. L'économie russe et l'armée russe ne sont que des tigres de papier. C'est l'expression qu'a utilisée Trump. Il dit ce qu'on lui dit de dire parce que cela l'arrange. L'aspect clé de sa personnalité qu'il apporte à la question des Tomahawks, c'est qu'il pense pouvoir intimider un adversaire ou un opposant. Ainsi, ce qu'il a dit à bord de l'avion en direction de la Palestine, c'est une menace. Il est doué pour ça. Il a passé toute sa vie à imiter son père. Il menace, il intimide. Et il dit, je lis son texte, je pense vraiment que le président Poutine aurait fière allure s'il réglait cette affaire. Et je pense qu'il va le faire, mais nous verrons. S'il ne le fait pas, ce ne sera pas bon pour lui. Pas bon du tout. Ensuite, il enchaîne en parlant de la proposition de Zelensky concernant les Tomahawks qui seraient financés par l'OTAN, comme vous venez de le dire. Il affirme qu'il pense pouvoir intimider la Russie, menacer Poutine, le tigre de papier, l'économie en décomposition, en montrant que le Tomahawk est une arme efficace, un moyen de dissuasion contre les plans russes. Puis il ajoute, je cite, « Je pense que je pourrais en parler à la Russie, pour être juste. J'ai dit cela au président Zelensky parce que les Tomahawks représentent une nouvelle étape d'agression, non? Et ensuite, on lui a demandé, vous voulez dire que vous allez parler à Poutine des Tomahawks, Trump? Et il a répondu, je pourrais lui en parler. Je pourrais dire, écoutez, si cette guerre ne se règle pas, je vais leur envoyer des Tomahawks.
je peux dire que le Tomahawk est une arme incroyable, une arme très offensive. Et honnêtement, la Russie n'a pas besoin de ça. Ils en ont pas besoin. Maintenant, cela est interprété de deux manières. Parmi mes sources à Moscou, d'abord, il y a une ligne de pensée selon laquelle tout pousse en réalité les Russes à terminer la guerre en Ukraine plus rapidement. C'est pourquoi vous avez titré cette émission « Le moment Ereshnik ». L'idée que la Russie pourrait, si possible, mettre tout en œuvre et déployer toutes ses armes pour achever la guerre rapidement. Il y a donc aussi une interprétation à Washington selon laquelle ce que dit Trump est un encouragement à y mettre fin rapidement, avant qu'il n'ait à prendre d'autres décisions. Tu veux dire qu'il y a une file d'attente à Moscou? Oui, je ne pense pas que ce soit vrai, et je ne vois pas que ce soit le consensus de l'élaboration des politiques à Moscou. Comme nous l'avons déjà dit, le président Poutine dirige un système d'élaboration des politiques fondé sur le consensus, tant pour la guerre que pour la diplomatie avec Trump. Mais il n'y a aucune volonté de critiquer Trump sur la base que je viens de mentionner. Personne ne l'appellera une marionnette de ventriloque. Personne ne fera référence à ses incapacités cognitives ou à ses faiblesses. Personne ne le critiquera. En fait, comme vous l'avez vu ces derniers jours, le président Poutine est allé jusqu'à le soutenir pour le prix Nobel après coup, sans critiquer le fait que le prix Nobel de la paix ait été attribué à quelqu'un dont l'objectif est de détruire le régime vénézuélien, avec lequel Poutine a un traité de partenariat stratégique. Bon sang. Ainsi, la question des Tomahawks signifie des choses différentes pour chaque camp. Prenons simplement les trois camps. Du côté de Trump, cela symbolise son sentiment de puissance. Peu importe que les Tomahawks qu'il a ordonné d'utiliser contre la Syrie aient eu un taux de réussite inférieur à 70%. Il pense que c'est une arme intimidante, car l'intimidation est sa manière de négocier, si tant est qu'on puisse appeler cela une négociation. Pour Zelensky et pour les Européens, la menace du déploiement des Tomahawks est le signe que la guerre peut continuer, que la guerre peut être gagnée par les Ukrainiens. Et Zelensky comprend qu'il doit faire passer ce message encore et encore. Ainsi, cela lui convient presque autant si Trump dit « j'y réfléchis » que s'il dit « j'ai décidé ». Car si la décision est prise, les missiles occidentaux seront tirés et la Russie non seulement en abattra la plupart, mais ripostera. C'est un problème plus grave pour les États-Unis. Zelensky doit maintenir le processus en cours, car cela le maintient au pouvoir, cela le rend plus riche. Ensuite, Zelensky, dans la poursuite de cet objectif et des autres points à l'ordre du jour, le missile Patriot, le financement, et ainsi de suite, doit être perçu dans le monde comme étant en contact permanent avec Trump. C'est un soutien à Zelensky contre toute opposition intérieure, y compris des candidats à la présidence comme Zaloujny, installé à Londres. Zelensky va donc se rendre à Washington pour rencontrer Trump afin de discuter des Tomahawks, dont ils disent qu'ils ne peuvent pas parler au téléphone. Vous voulez dire qu'ils ne peuvent pas parler au téléphone? Bien sûr qu'ils le peuvent. Ce qu'ils vont faire, c'est offrir à Zelensky une séance photo pour montrer qu'il est pleinement soutenu par Trump et par l'administration afin de poursuivre la guerre. Voilà donc l'interprétation de Zelensky. C'est ainsi qu'il exploite la question des Tomahawks. Du côté russe, c'est une combinaison de plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a eu un débat pour savoir si le président Poutine avait minimisé la réaction russe en cas de tir de Tomahawk. Cela a ensuite les fait encourager le retrait à Poutine à Valdai. Son porte-parole est posté et Tomahawk est son maître porte une ogive nucléaire. Ainsi, si elle est tirée, la partie russe doit comprendre qu'elle peut transporter une ogive nucléaire,
ce qui pourrait être le cas, comme le président Poutine l'a expliqué à de nombreuses reprises au cours des 10 dernières années, si le Tomahawk est lancé depuis la batterie Aegis polonaise ou celle de Roumanie. Le déploiement du Tomahawk menace donc de provoquer des représailles. Il menace de possibles représailles nucléaires tactiques du côté russe. Ou bien il menace l'alternative, ou la meilleure option, à savoir l'Erechnik. Ensuite, il y a un débat du côté russe selon lequel ils n'ont pas besoin de l'Erechnik. Ils avancent lentement, à un rythme et avec des méthodes qui minimisent leurs pertes pour détruire l'armée ukrainienne. L'Erechnik peut détruire sa cible, l'anéantir complètement, mais s'il détruisait une partie de la capacité de prise de décision à Kiev, il est peu probable qu'il atteigne Zelensky, Budanov. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent plus, ne travaillent plus, ni ne s'assoient à Kiev. Zelensky lui-même est peut-être à peine à Kiev, sauf lorsqu'il rencontre des personnes comme Kaja Kallas, l'Estonienne qui est actuellement ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il se montre pour des raisons cérémonielles. Il est ailleurs. Ainsi, l'Erechnik, en tant qu'option de représailles du point de vue russe, possède un pouvoir destructeur, certes, mais aussi des limites pour mettre fin rapidement à la guerre. C'est ainsi que le camp russe gère la soi-disant menace Tomahawk, sans jamais critiquer Trump, en suggérant toujours que les accords conclus avec lui se poursuivent. Et c'est aussi un argument à Moscou. John, après tout, le plan des États-Unis et de Donald Trump lui-même, à mon avis, est de faire pression sur la Russie. Le levier qu'ils cherchent à créer pour eux-mêmes consiste à empêcher, d'une manière ou d'une autre, la Russie d'exporter son pétrole et son gaz. Et, vous savez, tout tourne autour de cela. Je ne sais pas si vous avez vu l'article dans le Financial Times. Ils y expliquent que les États-Unis fournissent à l'Ukraine des cibles à l'intérieur de la Russie, en profondeur, pour frapper des raffineries et des oléoducs, afin de créer une sorte de diversion, un problème interne pour les exportations russes de pétrole et de gaz. Et nous avons eu Scott Besson, il y a 2 jours, répétant encore et encore que la Chine et l'Inde devraient cesser d'acheter du pétrole russe. China and India should stop buying Russian oil. They can buy it from the United States. Ils peuvent l'acheter aux États-Unis. Vous savez, l'objectif ultime est d'exercer un pouvoir d'influence sur la Chine et l'Inde. Peut-être que la Turquie entrera dans le jeu. Ou bien, d'un autre côté, vous fournissez d'une manière ou d'une autre à l'Ukraine des renseignements, des cibles, par l'intermédiaire des Européens ou directement aux Ukrainiens, afin de frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe pour créer une sorte de problème interne pour la Russie. Oui. Comment cela sera-t-il perçu par l'administration Poutine et par les habitants de Moscou? Parce que les preuves sont là. Quelle serait la réaction face à cela? Eh bien, la réaction prend plusieurs formes différentes. Tout d'abord, comme je viens de le dire, au niveau du Kremlin, c'est-à-dire le président Poutine, son porte-parole Dmitri Peskov, son conseiller en politique étrangère Yuri Ushakov et son émissaire auprès de Biden, chargé de promouvoir la corruption d'affaires et d'autres incitations auprès de l'administration Trump pour parvenir à un accord sur les sanctions et les conditions de règlement de la guerre. Il n'y aura aucune critique de Trump. En fait, ils continueront à flatter Trump dans le but, comme ils le disent, de poursuivre les ententes conclues en Alaska. D'un autre côté, le président Poutine a confié à l'état-major général la tâche de terminer la guerre au coût humain le plus faible possible pour la partie russe. C'est donc une escalade massive de la campagne de guerre électrique, des attaques contre les infrastructures électriques des trains, de l'éclairage, des égouts et de toutes les fonctions des villes, boulangeries, traitement des eaux usées, etc., ainsi que les chemins de fer.
Dans ce contexte, l'autre camp poursuit la guerre contre l'économie russe. Et comme vous l'avez dit, cela prend plusieurs formes. D'abord, vous avez mentionné la menace de sanctions secondaires. La pression exercée sur la Chine et l'Inde, les principaux acheteurs de pétrole, de gaz et de charbon russe également. Cela représente plus de 80%. Oui, ainsi à mesure que l'Europe a coupé son commerce d'énergie avec la Russie, cette énergie a été réorientée principalement vers l'Inde et la Chine. Ainsi, la théorie de la guerre contre la Russie est la suivante. Détruisez le commerce du pétrole et du gaz, et vous détruirez la capacité de la Russie à se battre. Vous les amènerez à capituler aussi rapidement que possible. Un des instruments utilisés est celui des sanctions secondaires. Un autre consiste en des attaques directes contre la flotte de pétroliers, et nous en avons vu 2 exemples au cours des 2 dernières semaines. L'arraisonnement par les Français du pétrolier Borisset au large de Saint-Nazaire. Le pétrolier Borisset battait pavillon du Bénin. Il avait changé de nom et de pavillon. Il est décrit dans le Financial Times, Bloomberg et la presse anti-russe comme faisant partie de la flotte noire. Autrement dit, la flotte de contournement des sanctions du point de vue occidental ou allié. Le capitaine et son second, tous deux de nationalité chinoise, ont été débarqués. Le capitaine est inculpé de 2 infractions. Premièrement, ne pas avoir obéi aux ordres de l'armée française, et deuxièmement, ne pas avoir expliqué le changement d'immatriculation. En d'autres termes, des accusations fabriquées de toutes pièces destinées à ralentir le navire et à l'immobiliser sans en saisir la cargaison. La même manœuvre a été utilisée par les Danois dans les détroits danois, avec la menace à long terme de les fermer. Non pas en attaquant les cargaisons russes, mais en les retenant pour des raisons fallacieuses, ralentissant ainsi le processus, augmentant les primes d'assurance et accroissant l'incertitude pour tout acheteur de pétrole russe quant à la possibilité d'une livraison dans un délai prévisible. C'est une attaque directe contre le commerce, qui menace de fermer les détroits danois, la sortie de la mer Baltique vers l'Atlantique, et c'est une menace très sérieuse pour la logistique commerciale russe. La troisième méthode consiste à attaquer physiquement, poser des mines et attaquer des pétroliers, et cela aussi s'est produit. Il y a donc des actions militaires directes, des actions pseudo-militaires, puis les sanctions secondaires, les pressions économiques. Tout cela fait partie de l'ensemble de la guerre économique. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que toutes les sanctions directes contre la Russie depuis 2014, initiées par l'administration Obama, ont échoué. Ils n'ont pas réussi à dissuader les succès militaires russes. Ils n'ont pas réussi à avoir un impact significatif sur l'économie russe. Et ils n'ont absolument rien fait pour nuire au taux d'approbation publique de 87%, extrêmement élevé et stable, du président Poutine. Les sanctions contre la Russie ont en réalité eu pour effet positif d'inverser presque une demi-génération depuis 1996 de désinvestissement en capital de la part des oligarques de cette époque qui ont continué à exercer le pouvoir sous l'administration Poutine. Ainsi, l'échec de la guerre économique contre la Russie a conduit à la situation actuelle. Est-ce que cela explique ce que vous me demandiez d'expliquer? Oui, John, en regardant l'Europe aujourd'hui, supposons qu'il gère les choses d'une manière telle que Donald Trump décide d'une façon ou d'une autre de poursuivre le conflit en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des Européens? Veulent-ils laisser l'Ukraine en première ligne et simplement laisser mourir davantage d'Ukrainiens ou envisagent-ils de faire quelque chose? Vous savez, comme envoyer des troupes sur le terrain en Ukraine ou intensifier la situation avec la Russie, peut-être en s'impliquant directement dans une forme de conflit. Je ne parle pas d'attaquer la Russie.
mais d'envoyer davantage de mercenaires ou de responsables militaires en Ukraine pour les aider. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des Européens en ce moment? What is in the mind of Europeans as we talk? It's another good question. Remember, we started with C'est encore une bonne question. Souvenez-vous, nous sommes partis d'un principe fondamental. Trump n'est pas le décideur. Passons donc au deuxième principe fondamental. Chacun des États européens a sa propre raison politique valable pour être en guerre avec la Russie. Nous devons donc examiner chacun de ces États européens pour comprendre la réponse à votre question. Dans l'ensemble, on peut dire, contrairement à certains de mes collègues blogueurs et podcasteurs américains, que les Européens ne sont pas des cerveaux morts. Leur coalition n'est pas une coalition de cerveaux morts. Ils ne sont pas stupides. Oui, ils ont encouragé une doctrine de racisme. Oui, ils ont créé une guerre de l'information qui produit des fictions comme le Novichok, présenté comme une arme russe envahissant le Royaume-Uni, puis l'Allemagne, et ainsi de suite. Mais chaque pays, chacune de ces grandes puissances, a sa propre bonne raison de poursuivre la guerre. Dans le cas de la France, la Constitution française permet, en vertu de l'article 16, paragraphe 6, que si l'État voit ses intérêts menacés, pas nécessairement par une menace de guerre directe, mais si ses intérêts sont menacés, le président puisse gouverner par décret exécutif. Je pourrais lire la Constitution, je l'ai juste à côté de moi, mais passons les détails. Selon la Constitution française, le président Macron, désormais dans les dernières années de son second mandat, il le termine en 2027, est extrêmement impopulaire. Et pourtant il gouverne de fait sans le Parlement, sans avoir formellement invoqué l'article 16 de la Constitution. Mais la guerre avec la Russie et la guerre économique que nous venons de décrire, ainsi que la menace que les Russes puissent faire voler des drones depuis l'Ukraine vers le Danemark, la Pologne et peut-être la France, et ainsi de suite, tout cela fait partie intégrante de la tentative de Macron de gouverner seul, de défier le Parlement. Le Parlement lui-même est tellement divisé qu'il peut voter une motion de censure contre le Premier ministre. Et Macron peut simplement renvoyer le même homme comme Premier ministre, Sébastien Lecornu. Pourquoi? Parce que Macron gouverne désormais seul, de manière dictatoriale, et que la guerre est essentielle à cette forme de gouvernement sous la Constitution française. Et qu'en est-il de l'Allemagne? En Allemagne, on constate, et je vérifie simplement ici, l'impopularité de ces États qui font la guerre à la Russie. Trump a un taux d'approbation négatif de -11. Il est bien moins impopulaire auprès des électeurs américains que les Européens qui veulent poursuivre la guerre. Meloni est à -22, Meloni d'Italie. Olaf Scholz, le chancelier allemand, est à -30 points de pourcentage. Keir Starmer est à -47. On touche le fond du baril. Et enfin, Macron est à -55. Ainsi, lorsque vous avez des dirigeants de régimes politiques faibles, dans chaque cas, vous avez la crainte qu'un régime plus puissant vous renverse. En Allemagne, comme nous commencions à le dire, Merz a peur de l'Alliance pour l'Allemagne, l'AfD. Il la réprime en s'en prenant à ses membres par des méthodes policières, tout en menant une campagne de propagande acharnée, affirmant qu'elle est indulgente envers la Russie et faible pour l'Allemagne. Pourquoi? Parce que Merz est très vulnérable face aux politiques intérieures de l'AfD, principalement à sa position sur l'immigration. Et l'immigration est la question culturelle, politique et économique dominante dans chacun de ces pays, bien qu'elle prenne des formes différentes. Au Royaume-Uni, ce n'est pas différent. Starmer, comme nous venons de le voir, est à peu près aussi impopulaire qu'un Premier ministre peut l'être, certainement aussi impopulaire que les premiers ministres conservateurs qui l'ont précédé. De quoi a-t-il peur? La réponse, regardez les sondages. Answer, you look at the polls. In the current
English political lineup, the Reform Dans le paysage politique anglais actuel, le Reform Party de Nigel Farage bénéficie de 35% d'intention de vote, contre 22% pour le Labour, le parti au pouvoir, et environ 12% pour les Tories. Ainsi, dans l'esprit de Starmer, la nécessité, compte tenu de son impopularité, est de maintenir le parti au pouvoir face à son principal adversaire, le Reform de Farage. Et sous plusieurs aspects de la politique anglaise, le fait de combattre les Russes et de poursuivre la guerre permet à Starmer de rester au pouvoir. Revenons donc aux fondamentaux. Nous ne nous attarderons pas sur les autres, bien que nous le pourrions. La première ministre Meloni, Alexander Stubb en Finlande, Donald Tusk en Pologne. C'est le même schéma en général, des dirigeants très impopulaires qui pensent pouvoir se maintenir au pouvoir, nourrir leurs électeurs avec de l'argent, s'enrichir eux-mêmes, ainsi que leurs familles et leurs amis, et poursuivre la guerre de l'information selon T. and continue the information war against Russia. Now we come back to your point. It would fail. Revenons maintenant à votre point. Cela irait à l'encontre de leurs objectifs s'ils s'engageaient réellement dans une guerre avec des troupes au sol en Ukraine. Non, ils ne feront pas cela. Pourquoi? Parce que cela contredirait le but que je viens d'exposer, n'est-ce pas? Ils doivent donc poursuivre la guerre, se militariser le long du front nord, du front arctique, et ainsi de suite, parce que cela fait partie de l'exigence de Trump d'allouer 5% du PIB à la défense. Ils doivent faire ce que Trump veut afin de se protéger des sanctions tarifaires et de préserver leur position commerciale, ce qui à son tour préserve leur circonscription. L'ensemble de ces éléments produit un consensus selon lequel poursuivre la guerre leur est bénéfique. Ce n'est pas stupide, ce n'est pas idiot, c'est cynique, vicieux, raciste, et ainsi de suite. Nous pouvons utiliser autant d'adjectifs que nous voulons, mais il est essentiel que tous ceux qui écoutent et réfléchissent à cette question comprennent que les Européens ont, dans leur esprit, de bonnes raisons de continuer, mais ils n'ont pas de raison réelle de se battre. Cela produit des sacs mortuaires. Les sacs mortuaires, ajoutés à l'inflation, tuent les gouvernements nets rapidement. Ils doivent éviter cela. Ainsi, pour poursuivre la guerre, ils ont trouvé la solution financière. Trump a trouvé la sienne. Vous, l'Europe, payez-moi pour vous fournir des systèmes Patriot, peut-être des Tomahawk et tout le reste, et vous les donnez à l'Ukraine. Mais d'où vient l'argent? Eh bien, ces régimes très fragiles ne peuvent pas taxer davantage leur propre population qu'ils ne le font déjà. Ils ne peuvent pas davantage détruire leur système hospitalier et éducatif qu'ils ne l'ont déjà fait. Ils doivent trouver une nouvelle source de financement de guerre de plusieurs milliards de dollars ou de plusieurs milliards d'euros. Qu'ont-ils trouvé? Saisir les avoirs russes. Ainsi, la Russie les paiera pour continuer la guerre, pour les maintenir au pouvoir. D'ailleurs, cela signifie que, si vous acceptez tout cet argument, la tactique ou la stratégie russe consistant à critiquer les Européens et à tenter de les séparer de Trump échouera. Elle doit échouer. Et pour la même raison, l'idée des Russes selon laquelle le président Trump aurait la possibilité de mettre fin à la guerre et pourrait contraindre les Européens à faire de même, échouera également pour toutes les raisons politiques que je viens d'expliquer. Ainsi, la stratégie politique russe vis-à-vis de Trump et de l'Europe repose sur une erreur, une grosse erreur. John, que penses-tu de ce qu'a dit le secrétaire général de l'OTAN, que la Chine obligerait la Russie à attaquer l'OTAN? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement étrange. C'est incroyablement étrange, ce genre de propos. Voici ce qu'il a dit, John. Que la Chine forcera le partenaire junior de cette relation, la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, à agir contre l'OTAN ici, afin de nous occuper. Pour toutes ces raisons, nous devons nous assurer de travailler aussi étroitement que possible avec eux. Et puis concernant les menaces hybrides,
C'est bien sûr une grande source d'inquiétude et nous y travaillons. Worry, and we are working on it. You know, first of all, it's somehow amazing. Tu sais, tout d'abord, je trouve ça assez incroyable. Il semble que dans leur esprit, ces Européens pensent que, dans une relation, certaines personnes doivent être les maîtres et d'autres les subordonnés. Mais ce n'est pas le cas dans la relation entre la Russie et la Chine. Je veux dire, au sein des BRICS, si tu regardes les pays et leur comportement, ils essayent de se comprendre et de communiquer entre eux. On voit bien qu'ils mettent leurs différences de côté et qu'ils font de leur mieux pour construire une forme de relation. Mais cela ne fonctionne pas dans l'esprit des Européens. Il leur faut un maître, tu vois, comme les États-Unis en maître et les vassaux des États-Unis. Mais après tout, quel est le point qu'il essaye de faire valoir à propos de la Chine? Qu'est-ce que c'est? What is that? Let me try to answer this way. Laissez-moi essayer de répondre de cette façon, parce qu'il répète ce discours depuis plusieurs mois. Il l'a exposé clairement dans une interview au New York Times en juillet de cette année, et j'ai le texte sous les yeux pour que nous puissions l'examiner attentivement. Permettez-moi de faire quelques remarques préliminaires à propos de Mark Rutte. Mark Rutte a été le premier ministre des Pays-Bas pendant la montée de la haine envers la Russie, qui a amorcé la marche des Pays-Bas vers la guerre avec la Russie. C'est un menteur d'une ampleur considérable, mais un menteur politiquement efficace. Il a réussi à maintenir ensemble les membres de la coalition pour rester Premier ministre pendant très longtemps, fondant sa position initialement sur le mensonge du MH17. J'ai écrit un livre sur la manière dont ce mensonge a été fabriqué. Il s'agit de l'abattage du vol de la Malaysia Airlines au-dessus de l'est de l'Ukraine, dont la Russie a été tenue pour responsable, et à propos duquel les Néerlandais ont en quelque sorte mis la Russie en procès, enfin 4 individus, et en ont reconnu 3 coupables. Rutte faisait partie et était la force motrice de la machine à mensonges qui a transformé le MH17 en arme, tout comme le Novichok est devenu une arme au Royaume-Uni, puis plus tard avec Alexei Navalny en Allemagne. Ce sont des tentatives massives pour convaincre l'opinion publique dans ces pays d'accepter une posture de guerre avec la Russie, guerre de l'information pour commencer, propagande pour commencer, puis sanctions économiques, avec les pénalités que les Néerlandais ont payées à travers les pertes massives de leur commerce avec la Russie, et finalement maintenant la réorientation de l'OTAN. C'est le genre de mensonge dans lequel Rutte a excellé, d'accord? S'il réussit, il continue de répéter le mensonge, et c'est ce qu'il a fait. Il a été promu à l'OTAN et se montre plus publiquement en tant que secrétaire général de l'OTAN, sous la tutelle et la direction du président Trump, ce qui est considérablement plus efficace en termes de relations publiques que ses prédécesseurs. Alors que fait-il là-bas? Eh bien, il essaye de maintenir le président Trump au sein de l'OTAN. La plus grande menace pour le système de mensonges qui a maintenu Rutte au pouvoir aux Pays-Bas était la possibilité que les États-Unis les abandonnent. Et ils se souviennent tous que Trump était devenu très négatif à l'égard de l'OTAN parce qu'elle, je cite, ne faisait pas sa part. Ainsi, chaque fois que Rutte parle d'étendre la guerre contre la Russie à la Chine, en amenant la Chine sous les armes de l'OTAN, et ainsi de suite, il cherche à alimenter ce qu'il considère comme la politique des États-Unis, où la Chine est la cible principale. Permettez-moi de vous lire la version du New York Times de ce qu'il a dit, où il tente de maintenir Trump dans l'OTAN en alignant l'alliance sur les objectifs de Trump concernant la Chine. Si vous voulez défendre les États-Unis, cite Rutte, vous devez vous assurer que 3 choses sont sécurisées. Il faut un Arctique sûr, l'Arctique, parce qu'il s'ouvre et que les Chinois et les Russes y naviguent.
You need a secure Atlantic because it's your sea. Vous avez besoin d'un Atlantique sûr, car c'est votre mer, elle est cruciale. Par votre, il entend les Américains. Et vous avez besoin d'une Europe sûre parce que la Russie est là et se reconstitue à une vitesse incroyable. Non pas pour attaquer la Norvège, mais en fin de compte pour attaquer les États-Unis. Si l'Arctique, l'Atlantique et l'Europe ne sont pas sécurisés, les États-Unis ont un gros problème. Vous voyez ce qu'il fait? Il essaye de dire « Nous sommes en première ligne pour vous protéger, Monsieur le Président, Monsieur Trump ». Puis il passe à la Chine. C'est là qu'il tente de faire valoir que l'OTAN peut servir les objectifs de Trump dans la lutte contre son principal ennemi, la Chine. Et la façon dont il le dit, si vous me permettez de le citer, il dit « Le président Trump a mis en place une excellente équipe de politique étrangère, comprenant Marco Rubio, Pete Hegseth et Matt Whitaker, l'ambassadeur ici à l'OTAN. Et il y a un large consensus sur le fait que lorsqu'il s'agit de la défense du territoire de l'OTAN, les États-Unis en font pleinement partie. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de défendre l'Europe. Il s'agit aussi des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas en sécurité si l'Atlantique, l'Europe et l'Arctique ne le sont pas. C'est son premier point. Deuxième point, il y a une autre raison, dit-il, et je le cite à nouveau, qui concerne l'Indo-Pacifique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Il y a une prise de conscience croissante et ne soyons pas naïfs à ce sujet. Si Xi Jinping devait attaquer Taïwan, il s'assurerait d'abord d'appeler son partenaire très subalterne dans toute cette affaire, Vladimir Vladimirovitch Poutine, à Moscou, et de lui dire « Hé, je vais faire ça, et j'ai besoin que tu les occupes en Europe en attaquant le territoire de l'OTAN. » C'est le scénario le plus probable de la façon dont cela se déroulerait. Et pour les dissuader, nous devons faire deux choses. La première est que l'OTAN soit suffisamment forte pour que les Russes n'essayent jamais. La seconde consiste à travailler avec la région Indo-Pacifique, ce que le président Trump promeut activement. Vous voyez ce qu'il dit, c'est « Nous vous protégeons, Monsieur Trump, donc vous maintenez l'unité de l'OTAN et nous nous mettons d'accord sur la coopération financière, politique et militaire. Vous ne vous détournez pas de l'OTAN. » Deuxièmement, vous ne pouvez pas vous détourner de l'OTAN, car nous allons vous aider à vous défendre contre la Chine. C'est ce qu'il fait. Il me semble, John, que l'ambiance à Washington change d'une certaine manière, car il ne s'agit plus seulement de « Eh bien, tu sais, récemment, nous avons entendu Benjamin Netanyahu parler de la Chine, en disant que la Chine est l'ennemi principal. » L'Europe change de ton à l'égard de la Chine. Penses-tu que, tout en étant encore engagé dans ces deux conflits, avec la Russie et au Moyen-Orient, l'administration à Washington se soit d'une certaine façon tournée plus agressivement vers la Chine? Crois-tu qu'ils essayent d'adopter une attitude plus agressive envers la Chine, ou est-ce encore une partie du même jeu contre la Russie? Tout cela semble être un jeu contre la Russie. Eh bien, c'est les deux. Ma réponse serait que c'est les deux. Et nous avons essayé d'expliquer cela en soulignant que certaines des personnes qui ont plus de cervelle que M. Hegseth au Pentagone ont en réalité mis cela par écrit. Elbridge Colby, l'ancien secrétaire adjoint à la Défense pour la stratégie et le développement des forces, et son associé, dont le nom m'échappe soudainement, ont rédigé des documents par le biais d'un cabinet de conseil qu'il dirige à Washington, proposant l'idée de séquencer les guerres. Les États-Unis devraient ménager et conserver leurs capacités militaires pour ne combattre que les adversaires qu'ils peuvent vaincre au moment opportun. Ils ne devraient pas gaspiller leurs ressources là où ils ne peuvent pas gagner de manière décisive et écrasante. Le séquençage des guerres signifie pour eux passer à autre chose que le champ de bataille ukrainien. Nous vendrons les armes, l'Europe les paiera et les fournira aux Ukrainiens.
pay for them, supply them to the Ukrainians. The Ukrainians will do the fighting and the dying. Les Ukrainiens feront le combat et mourront. Nous, les États-Unis, passerons à l'autre principal champ de bataille prioritaire, à savoir la Chine. Et nous venons de voir M. Rutter dire que la Chine veut envahir Taïwan et qu'elle utilisera la Russie comme diversion pour occuper l'Europe pendant qu'elle le fera. Ainsi, la séquence de la guerre correspond à la stratégie américaine de conduite de la guerre. Dans cette séquence, la Russie est tout autant une cible, un ennemi et un adversaire que la Chine. Mais la priorité pour les Américains, c'est la Chine, avec un maximum de ressources. On peut voir que l'administration Trump, le secrétaire au Trésor que vous venez de mentionner, intensifie sans cesse les armes de la guerre commerciale contre la Chine, laissant les Européens mener la guerre sur le champ de bataille pour les États-Unis, sur le champ de bataille de l'Ukraine. C'est ainsi que comprend. C'est ceci. As my understanding, that's what they're doing. Yesterday, John, there was Hier, John, tu sais, Lavrov répondait aux questions des médias arabes. Il l'interrogeait sur de nombreux sujets, et l'un d'eux concernait l'accord de paix de Trump en Égypte. On a demandé à Lavrov pourquoi la Russie n'avait pas été invitée au sommet qu'ils avaient organisé. Il a dit: eh bien, à mon avis, il essayait de rejeter la faute sur l'Égypte. Mais nous savons que l'Égypte, selon moi, n'y était pour rien. Tout a été décidé par les États-Unis. Donald Trump a décidé qui allait participer, qui allait être présent. Alors, en prenant toute la situation dans son ensemble, que se passe-t-il actuellement dans l'esprit des Russes concernant le Moyen-Orient? Eh bien, je suis sûr que vous voulez dire diviser le Moyen-Orient entre l'Iran d'un côté et le monde arabe de l'autre. Il s'agit du génocide à Gaza et des menaces israéliennes envers le reste du monde arabe, en particulier la Syrie, le Liban, et ainsi de suite. L'Iran est un cas légèrement différent. L'Iran n'a pas non plus été invité, à ce que je comprends, bien qu'il y ait eu une certaine controverse pour savoir si l'Iran avait été invité. M. Pezeshkian and his setter. D'après ce que je comprends, l'Iran avait été invité, mais ils ont refusé parce que le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'allait pas y assister. Ni Pezeshkian, le président, ni le ministre des Affaires étrangères. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas être présents. Il n'y a aucun intérêt à discuter avec les États-Unis après avoir été attaqués, sanctionnés et menacés par eux. Allez-y. Oui, merci de m'avoir corrigé, c'est tout à fait exact. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas été invitée? Et comment la Russie gère-t-elle la question d'Israël et de la Palestine? Comment le ministre des Affaires étrangères Lavrov a-t-il abordé ce sujet lorsqu'il a eu cette longue séance de questions-réponses avec des journalistes arabes hier? Quelques jours plus tôt, il avait accordé une courte interview à RT, le média d'État russe, où il avait résumé l'objectif de la Russie en appelant à un sommet arabe, le tout premier sommet arabe à Moscou, qui aurait réuni tous les dirigeants arabes, ainsi que bien sûr le président de la Ligue arabe qui est actuellement égyptien. Cela a dû être annulé. Le premier ministre irakien, M. Al-Soudani, a téléphoné à M. Poutine et a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de sommet arabe à ce stade. C'est un coup dur pour le prestige de la Russie et pour l'organisation russe du sommet, qui se préparait depuis des semaines et des mois dans le but de montrer qu'il existait à Moscou une plateforme capable d'accueillir l'ensemble des points de vue arabes, y compris tous les groupes palestiniens, le Hamas, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et les autres factions. D'ailleurs, ils n'ont pas été invités non plus au sommet pour la paix. Il y avait M. Abbas, mais aucun autre Palestinien. Les combattants qui ont signé l'accord de paix n'ont pas été conviés au sommet pour la paix. Leur exclusion est un point que le ministre des Affaires étrangères Lavrov a omis de mentionner,
lors de la discussion avec les journalistes arabes. Failed to mention during the discussion with the Arab journalists. What has happened in Ce qui s'est passé dans la politique russe est très significatif au cours des dernières semaines. the collapse Nous en avons beaucoup parlé depuis l'effondrement du régime de Bachar al-Assad en Syrie, ainsi que le retrait de la Russie et de l'Iran de ce pays, suivi de son occupation et de sa partition par la Turquie, Israël et les États-Unis. Ce qui s'est produit au cours de la dernière semaine ou des deux dernières dans la politique russe est complexe et n'est pas vraiment discuté ouvertement. Tout d'abord, il y a la perception, et je ne révèle rien de nouveau ici, que le président Poutine entretient une relation particulière avec les Israéliens. with the Israelis. Il l'a démontré en passant un appel téléphonique au Premier ministre Netanyahou lundi dernier, sans contacter aucun des dirigeants arabes concernés. And Il a ensuite enchaîné avec un appel téléphonique au président Erdogan de Turquie. he then followed that with a telephone call to President Erdogan of Turkey. The perception that President Putin is La perception selon laquelle le président Poutine serait particulièrement sympathique et favorable à Israël mine, disons-le ainsi, la volonté du côté russe, comme l'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Lavrov, d'être un arbitre équitable des intérêts. C'est un principe, un équilibre des intérêts, que Lavrov a répété lors de sa longue séance de questions-réponses et de sa conférence de presse avec les journalistes arabes. with the Arab journalists. What Ce qu'il a dit and what he et ce qu'il n'a pas dit, we'll try to nous allons tenter d'y répondre rapidement, car cela en dit long sur les divergences non résolues au sein de la politique russe et sur la perception, dans le monde arabe, que soit ce dernier ne comprend pas la politique russe, soit il ne lui fait pas confiance. D'un côté, contrairement à tous les plans de Trump, qui ont été approuvés par Lavrov lors de cette séance et par le président Poutine auparavant, il existe un engagement clair en faveur d'un État palestinien, de l'État de Palestine. to a Palestinian state, to the state of Palestine. The Russian side is consistent with that. Le côté russe reste cohérent sur ce point. Le soi-disant plan de paix américain, le sommet de la paix et la déclaration n'ont été signés que par deux dirigeants arabes, l'émir du Qatar et le président égyptien, le général Sisi, et un Turc, le président Erdogan. Only 3 out of Seuls 3 sur 27 ont signé, et cela n'engage en rien à la création d'un État palestinien. neither does Le plan en 20 points de Trump pour Gaza non plus. plan for Aucune promesse d'un État palestinien, aucune promesse de gouvernance palestinienne sur le territoire de Gaza. Palestinian governance Et comme l'a dit Lavrov, c'est un autre aspect positif de la politique russe. of Russian Il n'est nullement fait mention de la Cisjordanie dans le soi-disant sommet de la paix de Sharm el-Sheikh. peace summit. Et comme l'a souligné Lavrov, l'État palestinien doit inclure tous ses territoires, non seulement Gaza, mais aussi la Cisjordanie. All those territories, not only Gaza, but the West Bank. Also, Lavrov mentioned Hamas as one De plus, Lavrov a mentionné le Hamas comme l'un des interlocuteurs palestiniens pour le futur règlement de paix entre les Arabes et Israël sur le territoire de la Palestine. Le Hamas, a déclaré Lavrov, reste une partie de la société palestinienne. Palestinian society. Cela contraste directement et explicitement avec le plan de paix en 20 points de Trump, Peace plan qui affirme que le Hamas n'existe pas et n'existera plus sur le territoire de Gaza. no longer exists Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? territory. Parce qu'il existe des différences très significatives entre la politique russe qui aurait évolué lors d'un sommet arabe à Moscou, comme Lavrov l'a exposé. Arab summit in Moscow. Mais Lavrov ne souligne pas que celles-ci sont fondamentalement contradictoires avec les objectifs des Américains et des Israéliens dans le soi-disant plan Trump en 20 points et la soi-disant déclaration du sommet pour la paix des Turcs, des Qataris et des Égyptiens. Summit, a declaration of the Turks, the Qataris, and the Egyptians. What is the Russian policy on such Quelle est la position de la Russie sur des initiatives comme le Board of Peace du président Trump, ses superviseurs internationaux, le BOP, Board of Peace, qui éliminerait la gouvernance palestinienne en imposant un vice-roi? imposing a viceroy? Tony Blair a été recommandé. Trump's going off. Trump a choisi Tony Blair. C'est un point important. Arabs have told him that's the Les Arabes lui ont dit, c'est-à-dire les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens, nous n'en voulons pas, nous ne tolérerons pas Blair. airplane on the
Ainsi, Trump a déclaré, dans son avion en route vers Israël, Jérusalem, puis Sharm el-Sheikh, qu'il devait demander aux autres ce qu'ils pensaient de Tony Blair. Mais laissez-moi voir si je peux vous lire ce qu'a dit Lavrov. On pourrait penser que la partie russe dirait qu'un organisme international ne peut pas dicter la souveraineté de la Palestine. Il dit ici, oh je ne le trouve plus. Ce qu'il dit, et c'est important, c'est qu'il est très important de ne pas bouleverser le langage délicat du plan de paix en 20 points de Trump. Excusez-moi. Pourquoi soutenait-il le langage délicat d'un plan qui contredit la politique russe? Et pourquoi est-il resté silencieux à ce sujet? C'est quelque chose qu'il explique, Lavrov l'explique, en disant qu'il est nécessaire de rechercher, et je le cite, un équilibre des intérêts. Les grandes puissances, bien sûr, sont appelées à user de leur influence sur toutes les parties au conflit précisément afin de les encourager à rechercher un équilibre des intérêts. Maintenant, un instant, qui dans l'élaboration de la politique russe pense réellement que les grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, cherchent un équilibre des intérêts. Oh non, ils cherchent à écraser la Palestine et à écraser l'Iran pour servir leurs intérêts. Il n'y a aucun équilibre là-dedans. Alors pourquoi le camp russe ne l'a-t-il pas dit? L'aurait-il évité si un sommet arabe s'était tenu à Moscou? Eh bien, les Arabes se sont retirés parce qu'il n'y avait aucun intérêt à aller à Moscou, simplement pour montrer ce qui aurait semblé être une opposition au plan Trump-Israël. Et c'est une gifle, on pourrait dire, pour Moscou. Mais Lavrov a essayé de sauver la face, de préserver la face en disant « Nous sommes disponibles pour, comment dire, équilibrer les intérêts ». Eh bien, on ne peut pas être disponible pour équilibrer les intérêts si l'on n'est pas digne de confiance aux yeux de toutes les parties. Et comme tu l'as souligné, Nima, en n'invitant pas les Russes, Trump, les Israéliens, les Égyptiens et même les Turcs n'ont pas fait de la présence de la Russie une condition. Il est allégué que le président Erdogan a déclaré « Je n'autoriserai pas le Premier ministre d'Israël à venir à ce sommet. Israël ne doit pas apparaître à ce sommet. » Erdogan aurait apparemment dit cela. Pourquoi n'a-t-il pas dit que les Russes devaient venir? Parce qu'il ne les voulait pas plus que les autres. Ainsi, les Russes se trouvent plutôt désavantagés, pour le dire poliment, par ce qui s'est passé la semaine dernière. Ils estiment que leur position contredise celle de Trump, mais ils ne le diront pas publiquement. Tu sais, ce sommet me rappelle un peu l'autre, le sommet pour la paix en Suisse. Tu te souviens, ils s'étaient tous réunis là-bas pour l'Ukraine, les Européens avec Zelensky, parlant de quelque chose qui n'était pas vraiment entre les mains de ceux qui en discutaient, le cas de l'Ukraine. La même chose se passe, ou s'est passé, en Égypte, à Sharm el-Sheikh. John, pourquoi Donald Trump? Pourquoi avait-il besoin d'organiser ce sommet? Quelle en était la raison principale? Parce qu'évidemment, il ne s'agissait pas de quelque chose de vraiment concret concernant la Palestine. C'était autre chose. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, même la marionnette d'un ventriloque doit apparaître sur scène, et cette fois, la scène était celle qu'il dominait. Il a réussi à faire venir 27 États, 27 invités, dont l'un était le président de la FIFA, la Fédération internationale de football, dont le nom a été mentionné au même niveau protocolaire que celui du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. C'était un hommage à Trump. Et ensuite, Trump a utilisé cet hommage en Israël pour protéger et promouvoir Netanyahou. Il a demandé, je cite, une grâce pour Netanyahou. On ne peut gracier quelqu'un qui n'a pas été condamné, et Netanyahou ne l'a pas été. Mais là, on a vu Trump, Kushner et Witkoff dire aux Israéliens que Netanyahou est un grand premier ministre de guerre, un grand combattant, un grand défenseur d'Israël.
a great war fighter, a great defender of Israel. I endorse him. We endorse him. We need him. Je le soutiens, nous le soutenons, nous avons besoin de lui. Ne le poursuivez pas, c'était une chose. Ensuite, vous avez vu, et beaucoup de podcasteurs et de blogueurs ont récupéré le flux audio de choses privées que Trump disait. Chacun de ces individus a un accord commercial qu'il souhaite conclure avec les proches de Trump, ses fils et d'autres, afin de faire avancer leur propre agenda avec lui. C'était donc une mise en scène pour que Trump se consolide sur le plan intérieur. Je reviendrai sur les sondages dans un instant. C'était une façon de gagner de l'argent, ce qui est fantastique, ce que fait toujours la main à l'intérieur de la poupée en cherchant la poche. Vous avez entendu le président indonésien demander des contacts avec Eric Trump, des accords commerciaux. Cela sert donc tous leurs objectifs naturels. So it serves all of their natural purposes. It served Netanyahu's particular political. Cela servait le but politique particulier de Netanyahou. Cela fait des anti-palestiniens, et je les appellerai ainsi, les Égyptiens par exemple, des occupants potentiels de Gaza. Si Trump est d'accord et que le sommet a lieu, cela semble approuver une force internationale. Rappelez-vous, ils ont aboli tout le principe de la gouvernance palestinienne. Aucune transition vers des technocrates palestiniens. Non, il va y avoir une armée d'occupation supervisée par les Israéliens et les Américains. Qui en fera partie? Si les Turcs en font partie, ils auront commencé à occuper une autre partie de l'ancien Empire ottoman. Ils seront à Gaza comme ils le sont actuellement en Syrie. Si les Égyptiens en font partie, ils auront reconquis Gaza pour l'Égypte. En d'autres termes, les arrangements concernant Gaza feront désormais partie de l'histoire ancienne de l'Égypte et de la Turquie. Eh bien, c'est pour cela qu'ils sont là. Pour Trump, laissez-moi consulter mes sondages d'opinion. En ce moment, les derniers sondages aux États-Unis ne montrent aucune amélioration de son impopularité. Aucune amélioration du tout, c'est plat. Ainsi, le grand effort de pacification qu'il voulait mettre en avant à l'écran pendant plusieurs jours n'a jusqu'à présent pas réussi à rallier le soutien des électeurs américains. Mais c'est bien pour cela qu'il a été entrepris, selon le calcul de ceux qui l'entourent à la Maison-Blanche, Stephen Miller et d'autres, dont le rôle est de prendre le pouvoir et de le conserver. C'était donc une plateforme destinée à accroître leur popularité. Et pour l'instant, les électeurs américains ne sont pas dupes, c'est intelligent. Oui, merci beaucoup John d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Thank you very much for having me, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité, Nima.